bonsoir, merci pour le film. À chaque fois, c'est un plaisir avec vous. Heureusement que vous êtes là et qu'il y a des productions indépendantes pour faire ce travail aussi. J'avais une question, c'était justement sur l'inspiration, on pourrait dire mystico-religieuse de la danse, qui est, moi je trouve, pas plus approfondie que ça dans le film, ce qui est un peu dommage. Et aussi, on parle de ça, mais on ne parle pas de l'Inde, et du lien avec l'Inde, par exemple, ou de l'histoire de l'Inde et du Cambodge. Ça manque un peu. Et puis savoir un peu c'était quoi la suite, du coup, pour du coup, il y a la bienvenue aussi. Voilà. Alors, en fait, dans un film, malheureusement, en 1h30, il manque toujours des choses. C'est difficile d'aborder. Vous savez, vous pourriez parler aussi de la musique, par exemple. Et quelqu'un pourrait faire un film entier sur la musique cambodgienne, la musique qui accompagne les danses du ballet royal. Donc on est obligé, toujours en tant que réalisateur, on est toujours obligé de faire des choix. 1h30, finalement, c'est peu de temps. Donc on fait des choix pour faire avancer son histoire, et les choix sont toujours exclusifs. Donc je vous encourage vraiment à faire des recherches si ça vous intéresse, effectivement. Si le film peut donner l'envie, en tout cas, de s'intéresser à l'histoire du Cambodge, au ballet royal et l'histoire de la danse, et ben déjà c'est un premier pas et c'est pas mal. Oui, sans mauvais jeu de mots, on en veut encore, quoi. Mais bon, oui, ça c'est sûr. Mention spéciale pour Camille Rocailleux, c'est ça? Merci pour ce mot. Oui, Camille, justement, je vais vous parler de Camille Rocailleux, je vous dis un tout petit mot là-dessus parce que vous faites bien de le citer. Camille Rocailleux, c'est le compositeur de la musique. Et justement, la musique, c'est intéressant parce que l'un des écueils pour moi de ce projet était justement la question de la musique. Je vous disais tout à l'heure que la musique du Ballet Royal est une musique peu accessible pour nous. Et donc je me disais comment je vais pouvoir capter le public, notamment le public occidental, avec une musique comme ça. Ça risque d'être très très dur. Et donc, j'ai fait venir un compositeur qui est le compositeur qui avait fait la musique des Pépites déjà, qui s'appelle Camille Rocailleux, qui est très talentueux. Et je l'ai fait venir au Cambodge pendant 2 semaines pour justement qu'il rencontre des musiciens cambodgiens. Donc il a passé 2 semaines à enregistrer des voix, à enregistrer des instruments, à rencontrer des musiciens. Il est revenu avec tout ce matériel-là. Et je lui ai demandé de faire une musique entre deux, de faire une musique très d'union. Donc qui ne trahisse pas complètement justement la spécificité du ballet royal, mais qui en même temps puisse nous l'amener à nous, occidentaux, qui n'avons pas les mêmes codes musicaux. Voilà. Donc il a fait tout ce travail qui est vraiment un travail très d'union de la musique, comme le film aussi est un film très d'union entre les communautés, entre les pays, et notamment entre la France et le Cambodge. Si je peux partager un tout bref souvenir précisément sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'expérience du tournage des Boîtes Noires. Moi, quand on a démarré le projet, je ne suis pas un expert du documentaire, et pour moi, l'approche documentaire, elle ne laisse pas trop de place comme dispositif qui s'apparente plus à de la fiction. Et donc, quand Xavier m'a parlé de son idée de Boîte Noire en projetant des images, des esquisses de Rodin, et en invitant les danseuses à danser autour, je pensais que ça allait donner un truc un peu kitsch, quoi. J'y croyais pas trop. Et en fait, dans cette scène-là, il n'y a pas la musique, puisque c'est pas une performance classique. Et j'ai eu l'impression, alors que je connaissais bien, j'avais vu beaucoup de spectacles du Ballet Royal, j'ai eu l'impression de redécouvrir en fait ce langage et cette danse, parce qu'il n'y avait plus la musique qui quelque part faisait un peu écran à ma perception de la gestuelle en fait. Et grâce au dispositif de la Boîte Noire, on reconnecte à la fois au lien entre les danseuses et Rodin, et le geste de Rodin, mais aussi finalement avec la pureté de sa gestuelle. Ce qui était intéressant aussi, ce qui m'intéresse, c'est la place des hommes en fait. À un moment donné, on voit des jeunes garçons qui font le rôle du singe, mais après on voit plutôt des rôles d'hommes joués par des femmes. Alors, est-ce que c'est pas une grosse frustration pour les hommes? Ils sont complètement subalternes dans cette histoire. Oui, en fait, le Ballet Royal était composé que de femmes.
Le ballet royal était confiné à l'intérieur du palais royal, donc il avait la fonction du ballet, mais il devait certainement avoir une fonction un peu annexe aussi. Et donc c'était que des femmes, et tous les rôles étaient joués effectivement par des femmes. Dans les années 60, la reine Kosamak, la mère du roi Sihanouk, a décidé de moderniser le ballet, de le rendre plus accessible, de le faire sortir du palais royal. Et donc c'est à ce moment-là où elle a accueilli des jeunes filles qui venaient de l'extérieur, mais aussi des hommes, et elle a démocratisé en quelque sorte le ballet en faisant rentrer aussi des rôles masculins joués par des hommes. Alors elle leur a attribué le rôle des singes, parce que c'était déjà une première étape. Il faut y aller mollo mollo, et en plus c'était un rôle physique, voilà, donc ça correspondait bien aux possibilités des hommes. Aujourd'hui, en fait, les choses ont quand même évolué, et c'est intéressant de voir que les hommes s'emparent aussi de l'art du ballet royal. Vous avez vu Chamron qui est là, il danse très bien, il sait très bien danser. C'est un expert. C'est un expert de danse. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'hommes, en fait, qui sont intégrés dans les spectacles et qui jouent les rôles d'hommes. Mais c'est intéressant parce qu'ils jouent les rôles d'hommes, mais sans trahir du tout la gestuelle, en fait, du ballet royal. C'est-à-dire qu'ils n'adoptent pas les gestes masculins, ils adoptent des gestes qui sont plutôt féminins et très gracieux, on va dire, sauf que du coup, ils sont hommes et ils jouent les rôles d'hommes. Surtout les animaux. J'ai vu des coqs. Bonsoir, merci tout d'abord pour ce délicieux moment. Moi j'avais une question, peut-être que madame sera plus à même de me répondre, mais peut-être pour vous aussi. J'avais une question sur la flexibilité des doigts. Est-ce que c'est naturel chez les Cambodgiennes? Parce qu'on ne voit pas tout ce travail de répétition, d'entraînement. Moi je fais de la danse classique, mais on n'est pas formé comme ça. Parce que j'ai vu la jeune femme tout à l'heure. Vraiment, avec les pointes. avec la première phalange déjà même apparente. Peuvent toucher l'avant-bras. Et le bras aussi. Donc, voilà. Oui, alors c'est le film où je crois que j'aurais vu le plus de gens dans la salle faire ça. C'est vrai que tu t'en C'est marrant chaque soir de voir les gens qui font ça. Et qui constatent à quel point on est raide, les doigts. En fait, c'est vraiment fascinant de voir que, justement, quand on parle d'identité, en fait, c'est un art qui appartient à un peuple, qui n'appartient pas, en fait, à tout le monde. Ça appartient à un peuple parce que c'est un art qui correspond à une morphologie. Et aujourd'hui, vous avez des écoles de danse au Cambodge et en France. Donc en France, vous avez de plus en plus de Français et de Françaises qui s'essayent à la danse cambodgienne. Et il y en a qui se débrouillent bien, mais ils ne se débrouilleront jamais aussi bien qu'un Cambodgien. Vous voyez, et c'est quand vous vous rendez compte en passant du temps au Cambodge à quel point la danse fait partie du quotidien en fait, des Cambodgiens, et notamment quand il y a des fêtes, des mariages, etc. Il y a toujours un moment où les gens mettent une table au milieu et puis se mettent à danser en fait, autour de la table en adoptant des postures en adoptant des postures de la danse classique. Et même ceux, vous voyez bien que même ceux qui ne font pas de la danse, ils ont des gestes, les hommes comme les femmes, ils ont des gestes qui sont naturellement gracieux. Il y a souvent des Occidentaux à ces mariages à Phnom Penh. Bon, bah, en fait, vous voyez bien tout de suite la différence, quoi. Donc c'est vraiment, ça correspond vraiment à une morphologie. Après, derrière ça, il ne faut pas croire que ce n'est pas une pratique difficile. En fait, c'est une pratique qui est extrêmement difficile. Les élèves des écoles de danse, c'est une forme de souffrance aussi. Elles doivent passer des heures sur des appuis sur une jambe, elles doivent passer des heures à s'assouplir les doigts, à s'assouplir les articulations des coudes, etc. Et donc, c'est une pratique qui demande une très, très grande exigence. Bonsoir. Moi, je voudrais juste rendre hommage au peuple cambodgien. J'ai eu la chance de passer 3 mois au Cambodge en 1997 au sein du Handicap International. Parlez près du micro, monsieur, s'il vous plaît. Donc j'ai rencontré le peuple cambodgien au sein de Handicap International en 1997. Je suis resté 3 mois au Cambodge. Et je voudrais rendre hommage à ce peuple parce que j'ai rencontré des gens
courageux, qui regardent devant, qui ne regardent pas derrière, malgré leur souffrance. Voilà. Et je trouve qu'à travers le film, ça donne cette impression de gens toujours avec beaucoup de courage et sauver aussi leur culture. Voilà. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Votre film est magnifique. Bon, j'ai visité le Cambodge il y a quelques années. Je n'ai pas eu la chance d'approcher le ballet et leur travail, ainsi que les spectacles. Ce n'était pas le moment. Cependant, je voudrais savoir comment s'articule l'enseignement général des enfants, garçons ou filles, puisque maintenant c'est ouvert aux garçons, par rapport à l'apprentissage de la danse. Parce qu'on doit commencer très jeune quand même. Nous avons parlé des universitaires, 17-18 ans, je pense qu'ils commencent enfants, très jeunes. Donc comment s'articule l'enseignement de la danse par rapport à l'enseignement général cambodgien, s'il vous plaît? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'enseignement artistique intégré dans le cursus scolaire cambodgien. Les écoles sont souvent ouvertes, les classes fonctionnent souvent par un régime de mi-temps, en fait, faute de ressources, de personnel en nombre suffisant. Donc les enfants, le plus souvent, écolent la moitié de la journée. Donc il n'y a pas la place pour l'enseignement artistique, quel qu'il soit, y compris la danse. Et donc l'enseignement de la danse, qui est pourtant bien présent, c'est diffusé au départ grâce au monde associatif, aux ONG. Alors, ça s'est développé ensuite. Et pour l'instant, alors il y a une réflexion pour créer un curriculum artistique au sein de l'école, un programme, mais pour l'instant, ce n'est pas encore adopté. Et d'ailleurs, le film marque une étape dans cette histoire parce que on a décidé de produire un dossier pédagogique en français et en khmer également. Donc ce film est le premier film dans l'histoire du Cambodge à disposer d'un dossier pédagogique rédigé en khmer par une équipe cambodgienne. Et donc il y a un accord avec le ministère de l'Éducation qui a revu le dossier. Et quand le film sera disponible, il pourra aussi être étudié dans les écoles avec l'appui de ce dossier. Bonsoir. J'ai deux questions. Une, est-ce que vous avez eu des freins politiques, des freins d'ancien régime, on va dire, par rapport à ce que vous nous montrez dans le film pour aujourd'hui? C'était ma première question. On a toujours eu des freins. Et ma question personnelle pour moi, quelle a été votre plus grande joie? Et j'attends cela parce qu'on a eu beaucoup de bonnes choses. Votre plus grande tristesse en faisant ce film? Alors les freins, non, on n'a pas eu de freins, très honnêtement. Les choses, on a pu tourner assez librement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, parce que la politique au Cambodge, c'est une question qui est très 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 sensible. Voilà, et quand on aborde l'histoire du pays, c'est une question qui est très sensible. Et donc, avec la monteuse, on a passé beaucoup de temps justement à créer des équilibrages pour qu'on comprenne très bien en tant que spectateur, qu'on comprenne très bien que l'histoire qu'on aborde, l'histoire du Cambodge qu'on aborde, on le fait, comme je disais tout à l'heure, à travers un prisme uniquement artistique. Et ça, c'est un gros travail d'équilibrage pour ne pas rentrer dans des choses qui peuvent être mal considérées ou même polémiques. Ne serait-ce que la question Khmer Rouge, par exemple. À chaque fois qu'on parle du Cambodge, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois il y a des reportages sur le Cambodge, ou à chaque fois il y a des films sur le Cambodge, il y a toujours ce point noir, cette question Khmer Rouge qui est extrêmement pesante pour les Cambodgiens. Et par moments, ils ont quand même envie qu'on donne aussi notre représentation. Donc, on était obligé de l'aborder, cette question-là, mais avec un certain équilibre, et de façon à ce qu'on comprenne toujours que ce qui compte, c'est le prisme artistique. Et c'est intéressant de voir qu'on a fait beaucoup de projections au Cambodge. Comme je disais tout à l'heure, on a fait une avant-première avec la présence du roi, avec les autorités aussi locales, politiques, etc. On n'a pas eu une remarque sur la question politique ou historique. Voilà, donc c'était pas mal. La seule remarque, moi, que j'ai eue, la seule petite critique que j'ai eue de la part des Cambodgiens, c'est marrant pendant les projections, c'est mais pourquoi vous avez montré la princesse qui fume? Voilà. Et ça,
il y en a, ils ont une telle admiration parce qu'elle est extrêmement populaire, il y a une dévotion très forte vis-à-vis de la princesse, parce que c'est vraiment celle qui a une personnalité publique qui défendait les arts du Cambodge. Et donc, mais pourquoi vous filmez, pourquoi vous montrez la princesse qui fume, voilà. Et je leur répondais, parce qu'en fait, elle fumait tellement que je n'avais pas assez d'images où elle fumait pas. Donc, du coup, j'étais obligé de la montrer. Et voilà, pour dire à quel point c'est finalement le pari était plutôt réussi sur cette question. Voilà. Après, les plus grandes joies et les plus grandes tristesses. Alors là, la plus grande joie. Je crois que la plus grande joie, quand même, dans cette histoire, c'était le retour des Cambodgiens quand on a sorti le film au Cambodge. Avec Pierre, on était quand même super émus. On était vraiment touchés. On lisait les retours sur les réseaux sociaux, etc. Je vous donnais l'exemple, par exemple, d'un Cambodgien, d'un garçon, d'un adolescent qui habitait dans la campagne de Siem Reap, vraiment dans la Pampa, et qui a fait, parce qu'ils sont tous super branchés sur les réseaux sociaux, et qui a fait une vidéo où en fait il montrait le cursus, tout le chemin pour aller voir le film. Donc il prenait son vélo dans sa campagne, il arrivait à la ville d'à côté, et puis il louait une moto, et puis il finissait par arriver à Siem Reap, et puis finalement il se filmait, on disait voilà, et maintenant je suis dans la salle de cinéma, et je vais pouvoir voir Tep Hata, parce que Tep Hata ça veut dire les mains célestes, c'est le titre cambodgien du film. Et sa vidéo, elle a fait 1 million de vues. Et ça, c'est des choses qui sont quand même absolument, pour nous, évidemment, très très marquants. Et c'est touchant parce que lui, il n'en a rien à faire du nom du réalisateur qui a filmé le film. Il ne sait même pas que c'est un Français. Et donc on se dit, voilà, on a servi, le film a servi à quelque chose. La plus grande tristesse... quelque chose à dire là-dessus? Moi, mon expérience, c'est en fait que les deux on se mêlait au moment des interviews, notamment une question qu'on posait, qu'on essayait de poser, qui était assez délicate, c'était quel souvenir vous avez de la première fois que vous avez vu performer à nouveau la gestuelle, le geste, la danse, en sortant du cauchemar Khmer Rouge. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu la danse et qu'est-ce que vous avez éprouvé? Et c'était une question qui était souvent source de réponses incroyables, dont certaines sont dans le film, comme celle de Savai ou de Sophia. Et c'était des moments qui étaient très très touchants en fait, et qui étaient à la fois des moments de bonheur et de partage, et toujours avec la médiation du geste et de sa beauté, et c'était vraiment des souvenirs très forts, pour moi en tout cas. Ouais, alors moi j'ai une réponse qui vient en tête, parce que je réfléchis pendant que Pierre parle, et sur la plus grande tristesse. En fait, je pense que la plus grande tristesse qu'on a eue, c'est la réponse du pouvoir politique. C'est vraiment, c'est de voir en fait la distance entre une certaine société et l'autre. Et la distance entre ceux qui ont le pouvoir, enfin en ce qui concerne le Cambodge, mais finalement le Cambodge n'est qu'un exemple, c'est un fonctionnement qui est classique, mais la différence qu'il peut y avoir entre ceux qui ont le pouvoir et qui comprennent pas en fait à quel point le fait de défendre justement les traditions artistiques est quelque chose d'ultra important pour le peuple. C'est ce manque de considération en fait pour le peuple, et le manque de considération dans le fait de donner des outils justement au peuple pour pouvoir reconstruire sa propre identité. Et ça, c'est des choses, le Cambodge, en plus, ce sont des générations qui ont vécu la période Khmer Rouge, qui sont passées de la survie à l'opulence dans un système de défense, en fait, parce qu'il fallait vraiment absolument assurer sa survie, et assurer sa survie par l'argent, on va dire. Et donc, du coup, il y a une espèce de déconnexion comme ça, et pour nous, c'était très, très, très long et difficile d'essayer de faire comprendre justement à ce pouvoir politique qu'il fallait accompagner et défendre un film comme celui-ci. Juste une illustration de ce que Xavier vient de raconter. Pendant que le film était dans les salles
et était en train de remporter un authentique succès populaire, ce qui a eu plus de 10 000 entrées, ce qui à l'échelle du Cambodge est un succès commercial, que seules des fictions peuvent rencontrer. Et le ministre de la Culture s'est exprimé pour regretter le désintérêt des jeunes pour la culture, pour le noble art, et au même moment, ça montrait à quel point il était déconnecté et ce fonctionnement en silo des élites en fait. Au même moment, il y avait les jeunes qui se précipitaient pour voir ce film, un peu sorti de nulle part, et il n'était pas au courant manifestement, parce qu'il doit choisir un autre moment pour formuler cette critique. Parce que 10 000, ça ne vous semble pas beaucoup, mais sachant qu'en France, il y a des salles partout, mais au Cambodge ou dans plein d'autres pays, il n'y a pas beaucoup de cinéma, même pas du tout. Donc, en fait, une douzaine. Voilà. Donc 10 000, c'est énorme. Quinzaine.